Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder la fiche de cours modélisation d'interaction fondamentale, donc au niveau première spécialité physique-chimie. Alors on vous dit, dans ce grand 1, on vous parle des forces dans l'univers, donc on vous parle de charge et d'influence électrostatique. Alors on vous dit que la charge électrique est portée donc par des particules élémentaires comme par exemple l'électron, que vous avez vu en seconde, et le proton. Donc l'électron est chargé négativement et le proton est chargé positivement. La charge électrique est notée Q, et son unité donc est le coulomb. La charge élémentaire est notée petit e. Donc en fait, ça veut dire qu'en gros, la plupart des charges qu'on va exprimer vont être exprimées pour simplifier un peu les notations des coulombs. Donc les charges sont généralement des choses qui sont relativement faibles, de l'ordre de 10-19 coulombs pour les particules élémentaires. Donc c'est pour ça on a défini ce qu'on appelle la charge élémentaire, qu'on note 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et en gros, on va exprimer la charge des électrons, des protons et des autres particules, des ions, etc., en fonction de cette charge. Donc si vous écrivez par exemple Q égale 2E, ça veut dire que la charge est égale à 2 fois 1,6 10 moins 19. Si vous avez la charge d'un électron qui vaut moins E, ça veut dire que sa charge elle vaut moins 1,6 fois 10 puissance moins 19. Ça permet en gros de ne pas trop alourdir les notations quand on veut exprimer des charges et pas en gros se traîner tout le temps des puissances de 10, donc moins 19 qui peuvent prêter à confusion. Là, ce qu'on appelle l'influence électrostatique. Donc on vous dit un objet chargé électriquement engendre à distance un déplacement de charge à la surface d'un conducteur placé à proximité. Alors vous avez vu que dans un conducteur, vous avez vu en second au collège qu'un conducteur ce sont des charges qui peuvent bouger à l'intérieur d'un matériau. Vous avez un réseau par exemple, un réseau de noyaux avec des électrons qui peuvent bouger. Donc si vous approchez un objet, on va dire globalement chargé positivement, donc qui va créer par influence électrostatique dans ce matériau conducteur, donc un mouvement de charge. En effet, vous savez tous qu'un plus attire un moins et qu'un moins attire un plus. Et donc ici, les charges plus vont avoir tendance à faire donc un mouvement de charge, donc ici à attirer les charges moins vers donc la périphérie de cette particule pour se rapprocher des charges plus, et les charges plus, elles, par effet de seuil, vont plutôt avoir tendance à aller vers l'autre extrémité, puisque vous savez que deux charges de même signe se repoussent. Donc c'est ce qu'on appelle ça l'influence électrostatique. Ça n'est possible bien entendu que à la surface des conducteurs, puisqu'il faut qu'il y ait des mouvements de charge possibles dans le matériau, donc dans les isolants, c'est pas possible. Ensuite, force électrostatique et force de gravitation. Donc là, on rappelle des choses de seconde qu'on a déjà vu dans les prérequis, c'est-à-dire que la force électrostatique, la force exercée par A sur B, c'est moins G MAMB sur D carré UAB, avec UAB un vecteur unitaire orienté de A vers B. Donc sa norme, encore une fois, je le redis, est égale à 1. Il est juste là pour indiquer donc le sens et la direction en gros du vecteur. Donc ici, les forces attractives, si vous voulez exercer la force exercée par A, corps A représenté par un point, sur B, vous partez du centre de B et ça va vers le centre de A. La force est attractive. Pour la force électrostatique, vous avez des ressemblances. En fait, regardez bien, la force exercée par un corps A sur un corps B. Donc là, il faut que les deux corps aient des charges cette fois-ci, alors qu'ici, il fallait qu'ils aient des masses. Donc ici vous avez K, une constante, donc K en newton mètre carré par coulomb au carré. Donc je vous rassure, ces valeurs de K et ces valeurs de G vous seront données. Fois la charge ici en coulomb, attention, il faut bien la mettre en coulomb. Si on vous la donne en fonction de E, il ne faudra pas oublier de multiplier par le 1,6 fois 10 puissance moins 19, vous divisez par la distance au carré, et toujours pareil, U de A vers B. Donc il y a quand même de grosses similitudes entre les deux. Vous avez une force, vous avez donc forcément, si vous avez un vecteur ici, vous avez un vecteur, on définit un vecteur unitaire, sauf que ici, si vous avez les masses qui jouent dans la gravitation, ce qui joue dans la force électrostatique sont les charges, et toujours une variation en distance au carré. Alors par contre, la grosse différence, c'est que là où la force de gravitation est toujours attractive, la force électrostatique, elle, ça dépend. En effet, si vous avez A et B qui sont des charges de même signe, c'est-à-dire QA par exemple négatif, QA négatif, moins par moins faisant plus, ou alors si vous avez deux charges plus fois plus faisant plus, dans ce cas-là, ici, K étant une constante positive, vous allez avoir un vecteur ici qui sera selon le sens et la direction de U à B. Donc concrètement, si vous avez des charges de même signe, c'est-à-dire moins, moins, plus, bah, la force exercée par A sur B, c'est-à-dire la force exercée par la charge ici qui était moins sur cette charge ici qui était moins, ben, elle a plutôt tendance à repousser, donc c'est cohérent avec la notation. Si vous avez A et B qui sont des charges de signes opposés, c'est-à-dire ici par exemple un moins et un plus, ou un plus et un moins,
Donc dans ce cas-là, le produit d'un moins fois un plus, c'est un moins. Donc l'ensemble ici sera négatif. Donc vous aurez une force qui sera dans le sens inverse du vecteur unitaire, comme représenté ici. Donc ça marche que si A et B ont des charges de signe opposé, c'est-à-dire un moins et un plus. Et dans ce cas-là, on voit bien que la force ici, elle est attractive. Donc tout est assez cohérent sur ce que vous avez vu depuis le collège, donc avec cette expression-là. Ne perdez pas vos moyens sur les expressions mathématiques. Si vous êtes lucide sur les charges, si ça c'est plus et ça c'est plus, l'ensemble est plus, et donc la force ici elle est vers l'extérieur. Donc en fait elle est plutôt une force qui repousse les charges, alors qu'ici c'est plutôt une force qui va tendance à avoir les attirer. Donc la force électrostatique peut être attractive si vous avez des charges opposées, et elle peut être répulsive si vous avez des charges de même signe. Donc les valeurs des forces, elles, sont inversement proportionnelles au carré de la distance, et elles sont proportionnelles aux masses, ici pour la force de gravitation, ou aux charges. On parle ensuite de notion de champ en physique. Donc la présence d'un objet de masse m ou de charge q a une conséquence sur l'espace qui l'entoure. La modélisation de cette influence se fait en représentant un champ de vecteurs. Alors, on parle bien de modélisation, c'est un modèle. Ces vecteurs traduisent donc l'action exercée donc par une particule chargée ou un objet de masse m sur l'espace. Donc si on reprend ici les expressions, regardez bien, vous avez le champ de gravitation grand G qui est égal à moins G fois la MA sur D carré UAB. Alors A étant ici donc la particule de masse MA qui va créer le champ donc dans l'espace. Donc ensuite, on vous dit la direction. Donc c'est la droite AB passant donc par les centres du corps A, source du champ, c'est important, source du champ, MA, source du champ, c'est le corps A, et donc du système B placé dans le champ. Le sens, il est orienté donc vers l'objet source A, donc on le représentera après dans quelques images, ne vous inquiétez pas. La valeur, elle est en newton par kilogramme, et la force subie par un système placé donc dans le champ du corps source, c'est F égale MB fois G. Alors, si on se pose un petit peu, on analyse cette formule-là. Ça vous fait quand même penser, je pense, à ce que vous avez vu dans la formule au-dessus. Par exemple, regardez bien ici. Ici, vous avez F égale moins G MA MB d carré sur UAB. Donc, si, imaginez, vous laissez le MB de côté, vous prenez ça, là. Hop. Et en fait, ça, c'est le champ de pesanteur créé par A. Et qu'est-ce qu'on va voir ensuite? On va voir que si ce champ de pesanteur, là, tout ça, là, c'est le champ de pesanteur créé par A, ben on a bien la force qui est égale à MB, le corps qu'on a mis dans le champ, fois le champ créé par A. Donc c'est pour ça qu'ici, vous allez retrouver cette expression-là. Donc je vous le remontre. Ici, vous avez donc G, ici, moins G MA d carré UAB, et si vous avez la force ici, la force est bien MB fois G. Donc si on veut faire simple, un corps de masse MA crée un champ de gravitation autour de lui, qui est donné par cette expression, moins GMA d carré sur UAB. Et si vous placez donc un objet B dans ce champ de pesanteur, dans ce cas-là, l'objet va subir une force F, donc liée au champ de pesanteur B, qui sera MB fois G. Ça, c'est une manière, en exploitant donc le fait que MA va induire des variations locales donc dans l'espace qu'on appelle champ de gravitation. Et donc quand vous placez ce corps B donc dans le champ de gravitation créé par l'objet A, vous allez obtenir une force. Si vous voulez exprimer directement la force en fonction des masses, vous obtenez donc cette formule-là. Donc en fait tout est imbriqué. Sauf que la notion de champ permet d'induire en fait, vous allez voir dans les schémas, c'est qu'un corps A va induire donc un champ de gravitation dans tout l'espace. Alors que ici, quand vous écrivez donc cette formule-là, vous l'écrivez pour deux objets de masse MA à 2 points de l'espace, mais 2 points. Vous ne prenez pas en compte tous les points qu'il peut y avoir autour. Ensuite, pour le champ électrostatique, de la même façon, si ici vous entourez par exemple ça, dans cette formule-là, le champ, donc là vous allez avoir un champ donc, créé par la charge A, donc sur tout l'espace d'une distance D. Dans ce cas-là, si vous apportez dans ce champ donc une charge QB, elle va subir une force qui sera égale à F de A sur B égale QB fois le champ électrostatique qu'on va appeler E.
Donc je vais vous montrer ça dans la formule tout de suite. Pardon, je me suis trompé, j'aurais dû prendre la gomme. Hop. On reprend. Donc ici, vous avez le champ électrostatique qui vaut K fois QA d carré sur UAB. Donc avec la direction, la droite AB passant par les centres du corps A, source du champ étudié, et des systèmes B placés dans le champ. Le sens, c'est orienté vers l'objet source si la charge est négative, orienté depuis la source, l'objet source si la charge est positive. C'est exprimé donc en newton par coulomb ou en volt par mètre, et la force subie donc par un système placé dans ce champ donc est égale à F égale Q fois E. Donc à retenir, s'il fallait retenir des choses, retenez les forces gravitation, force électrostatique, ça c'est à connaître. Et retenez la force exercée si jamais on vous parle de champ de gravitation et qu'on vous dit qu'une masse mb est introduite dans un champ de gravitation lié à telle ou telle planète par exemple, et qu'on vous donne cette valeur, on vous dit, vous pouvez écrire que la force exercée, donc c'est m fois g. Et si ici par contre on vous dit que vous avez donc un champ électrique, donc un champ électrostatique créé donc par des charges, et si on introduit une autre charge dans ce champ électrostatique, dans ce cas-là vous pouvez écrire que cette charge subit, excusez-moi, une force qui est égale à la charge Q fois le champ électrique. Et là, vous voyez déjà tous les problèmes possibles, parce que ce champ électrique, donc, il va avoir un sens, une direction, et cette charge, elle peut être positive ou négative. Alors que ici, vous avez G qui a son sens et sa direction, et vous avez la masse qui est forcément positive. Donc on retrouve un peu la même différence qu'il y avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, ça c'est positif, donc les deux vecteurs ici vont forcément être collinaires. Là, ici, les vecteurs, ils vont être collinaires, mais ils pourront aussi être de sens opposé. Alors ensuite, au niveau des représentations, donc ici, on vous dit que, on vous dit qu'un champ de gravitation électrostatique est dû à la masse, donc à la charge, donc en un point de l'espace environnant le corps source. Le champ peut être représenté par un vecteur. Donc ici, regardez bien, c'est le vecteur rouge. Vous remarquerez qu'ici, on a mis une charge, par exemple, positive. Donc cette charge positive, vous voyez que ici on vous représente le champ de gravitation ou électrostatique. Donc on vous l'a représenté ici, donc là pour le champ électrostatique, on vous l'a représenté comme ça. Donc il part de la charge plus pour aller vers l'extérieur. Alors on regarde si c'est cohérent avec ce qu'il y a écrit. Il y avait écrit ici que le sens du champ, il est orienté vers la source si la charge est négative, et il est orienté depuis l'objet source si la charge est positive. Donc c'est cohérent. Concrètement, vous retenez, si vous avez une charge plus le champ, il part de la charge. Si vous avez une charge moins, le champ électrostatique, il s'attire, donc il est vers le centre de la charge négative. Ensuite, on vous définira ce que l'on appelle une ligne de champ. Une ligne de champ est tangente en chacun de ces points au vecteur champ et orientée dans le sens du champ. Alors, de manière simple, ça veut juste dire qu'en fait, si vous tracez des vecteurs, champs, un peu dans tout l'espace, les tangentes à chacun des vecteurs donc, définissent ce qu'on appelle des lignes de champ. Alors là, ça va vous paraître un peu absurde parce qu'en fait, vous allez vous dire, mais ça c'est un vecteur et ça c'est la ligne de champ et elles vont dans le même sens. Donc c'est un peu normal. Donc en fait, parce que le vecteur ici donc, est tangent aussi, lui, à la ligne de champ. Je vais prendre un autre exemple ici. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus parlant. Regardez bien ici, cette fois-ci, vous avez un champ électrostatique. Donc ici, cette fois-ci, vous avez deux charges. Vous avez une charge plus, une charge moins. Alors on regarde si c'est cohérent. La charge plus, le champ ici, il part du plus. Les lignes de champ là. Regardez bien, le champ, il part du plus. Donc c'est cohérent. Et ici, les lignes de champ, regardez bien, elles pointent vers la charge négative pour le champ électrostatique. Donc c'est cohérent par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Le champ électrostatique, regardez bien ici, c'est le champ électrostatique donc créé ici sur une particule B. On voit quoi? On voit qu'il a un sens, regardez bien, il est dirigé dans ce sens-là, porté par cette droite-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que la ligne de champ là, elle est tangente à ce vecteur ici au point B. Donc c'est pour ça que ça, là, c'est une ligne de champ. C'est-à-dire que ici, le vecteur, si on vous demandait de tracer un vecteur, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on vous demande de tracer un vecteur ici, par exemple, il faut que vous traciez un vecteur qui est tangent à cette ligne de champ. Quand on vous demande, si on vous donne des lignes de champ et qu'on vous demande de tracer des vecteurs, il faut que bien sûr vous respectiez le sens. Donc par exemple, si vous avez une charge plus, vous respectiez le sens des flèches, le champ électrique donc part donc de la charge plus, mais il faut toujours tracer des tangentes. Donc là, par exemple, regardez bien, vous avez un autre exemple en A. Ici, le vecteur ici, il est tangent à la ligne de champ. Idem en C, il est tangent. Pour le champ gravitationnel,
c'est beaucoup plus simple, généralement, parce que ici vous avez un corps A qui a une masse A, donc ici généralement les lignes de champ donc sont selon la même direction et le même sens que le champ. Il n'y a pas de choses, c'est plus rare qu'il y ait des choses comme ça c'est surtout valable pour le champ électrostatique. Pour le champ gravitationnel, généralement les lignes de champ sont selon en gros la direction et le sens du champ gravitationnel. Donc là je vous ai mis les lignes de champ gravitationnel autour de la Terre. C'est intéressant de comprendre qu'en fait la Terre ayant une masse, elle crée donc autour d'elle donc un champ gravitationnel et les lignes de champ sont orientées vers son centre. Ensuite, ici, je vous ai représenté autre chose. Donc là, c'est la représentation des champs électriques autour d'une particule de charge Q, donc charge négative, dirigée vers le centre. Mais là, je n'ai pas représenté les... c'est pas une image que j'ai trouvée dans les manuels. J'ai pas représenté les lignes de champ, là. C'est que la représentation des c'est pas les lignes de champ, c'est les vecteurs champs électriques. Hein. Donc pour une charge positive, les vecteurs partent. Alors bien sûr, hein, plus ils sont grands, plus le champ électrique est fort, donc ça paraît un peu évident. Plus on s'éloigne, donc plus c'est petit. Et ça par contre, regardez bien, le champ, il part de la charge plus. Alors qu'ici, si vous mettez une charge négative, il s'attire, le sens est vers la charge négative. Ensuite, représentation des lignes de champ autour d'une particule. Donc là, je représente ici donc là, les vecteurs champ. Là, vous avez les lignes de champ. Donc dans les lignes de champ, c'est donc les lignes qui correspondent donc, là où le champ est. Donc ici, tangent. Donc là, ligne de champ pour des charges positives. Les lignes de champ partent de la charge. Et ligne de champ pour une charge négative. Les lignes de champ sont orientées. Donc ici, s'il fallait dessiner un vecteur, ça serait tangent. Donc là, c'est assez simple, vu qu'en gros, la ligne est droite. C'est une droite. Donc le vecteur, le vecteur champ électrique serait selon cette droite. Alors un petit bilan en image, aussi allez voir votre manuel, hein, donc qui vous représente ici un peu la totalité des choses à retenir. Donc pour la gravitation, la responsable c'est la masse, alors que pour les interactions électrostatiques c'est la charge. Vous avez donc un champ qui vaut donc la force divisée par la masse donc, du corps dans lequel on a mis ce champ. Donc c'est la même direction que la force, ou le même sens que la force donc pour la gravitation, puisque effectivement les masses sont positives. Retenez que l'interaction, elle, donc c'est l'interaction entre deux corps, et cette fois-ci, alors que le champ prend en compte tout l'espace autour d'une source, donc qui est la masse. Donc ici, vous avez f de a sur b égale moins g ma mb sur d carré fois un vecteur unitaire. Donc ici, faites bien attention, l'interaction est toujours attractive. Au niveau des normes ici, si vous voulez la norme, j'ai bien dit la norme, pas dit la représentation vectorielle, là vous avez la norme du vecteur en Newton, c'est g ma mb sur d carré. Pour l'interaction électrostatique, donc la responsable, c'est la charge. Le champ électrique, donc c'est F égale Q fois E. C'est la même direction que F, la même direction, c'est-à-dire portée par la même droite, mais au niveau du sens, donc si la charge est positive, si ça c'est positif, vous avez le même sens, et si la charge est négative, c'est opposé. Au niveau, donc, ça c'est la relation au niveau des normes, hein. Le champ électrique c'est la force divisée par la charge en coulomb. Alors quand on vous met les barres ici, ça veut dire la valeur absolue, ça veut dire qu'en gros, vous ne prenez que ce qui est positif. Quand vous avez des charges ici qui sont de signes opposés pour les interactions entre deux charges à des points bien donnés de l'espace, donc vous avez la représentation vectorielle f de a sur b qui est égale à k fois q à qb sur d carré fois le vecteur unitaire. Les forces, donc ça c'est le principe des actions réciproques. La force exercée par b sur a, c'est l'opposé de la force exercée par a sur b, ce qu'on appelle le principe des actions réciproques. Et au niveau de la norme, ici, vous avez donc f égale k fois la valeur absolue de QA fois la valeur absolue de QB divisé par d carré, puisque une norme par définition est positive. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.